Donc le réseau en tant que tel, c'est un espace de dialogue. En tout cas, on essaie de rassembler, de faire cet effort de mise en commun des différentes expériences de nos partenaires et d'apporter un peu de cohérence entre les différentes initiatives existantes, de faciliter et d'accompagner les acteurs de la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. C'est exactement ce qu'on essaye de faire dans le cadre de cet atelier aujourd'hui. Encore une fois, créer un espace d'échange et de réflexion sur la gestion de fin de vie des produits solaires pour ce qui concerne l'atelier du jour. Et à partir des expériences qui sont restituées par les acteurs, de pouvoir tirer des connaissances et les diffuser au sein du réseau. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur le réseau SIC, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Alors, le sujet du jour, la gestion de fin de vie des produits solaires, c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'engouement dans les membres du réseau. On a pu le constater dans les commentaires que vous nous avez faits au moment des inscriptions et puis aussi par le nombre assez important de participants aujourd'hui à cet atelier. Donc, pourquoi on souhaite traiter de cet atelier maintenant? Alors déjà parce que la gestion de fin de vie des produits solaires et des déchets issus d'équipements électriques et électroniques de manière générale, c'est un sujet planétaire qui s'applique à tous les contextes d'électrification. Selon les chiffres, on a 17% seulement de ces déchets qui sont recyclés et à l'échelle du continent africain, ce chiffre s'élèverait à 1% des déchets électriques et électroniques recyclés, selon les chiffres de la GIZ et de Prevent Waste Alliance. On a constaté ces dernières décennies un fort taux de pénétration de ces équipements en Afrique pour atteindre ou accélérer en tout cas l'atteinte de l'accès à l'électricité. Et donc forcément, cela a induit une augmentation de ces équipements sur le marché qui sont voués in fine à devenir des déchets. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas encore de filière structurée et formelle de recyclage de ces déchets. La question qu'on se pose tous, donc, c'est que fait-on de ces déchets à l'heure actuelle, de tous ces produits solaires que l'on utilise dans nos projets? Pour le moment, ils sont généralement soit stockés, soit recyclés partiellement les acteurs du marché informel, dans des conditions souvent pas nécessairement sécurisées. Ils peuvent être exportés aussi, mais de façon compliquée du fait des législations qui existent sur les matériaux dangereux, ou alors ils sont tout simplement laissés à l'abandon dans la nature et avec les conséquences que l'on connaît en termes environnementaux et sanitaires. Les déchets dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui, donc qui sont dans cette catégorie des équipements électriques et électroniques ou des 3E, ce sont les produits solaires que l'on retrouve dans les systèmes d'électrification à énergie solaire. Ce sont les panneaux solaires, les câbles, les appareils de contrôle, les équipements de lampes solaires et bien évidemment les batteries qui sont un équipement qui pose particulièrement problème du fait de la durée de vie très courte de cet équipement et aussi de leurs composants particulièrement dangereux. Donc, c'est un sujet qui a été beaucoup traité par les porteurs de projets à l'heure actuelle. Et chacun de ces déchets est donc traversé par diverses caractéristiques qui vont influencer le choix de gestion, qui sont la durée de vie de chacun quelle distribution ils ont sur le territoire. On n'aura pas la même distribution si on parle de lampes solaires et si on parle de mini-réseaux qui vont être très concentrés. Le volume disponible, bien sûr, de ces déchets, est-ce qu'ils sont déjà pris en main par le marché informel et est-ce qu'il existe une législation pour les gérer? Voilà. Alors, pour traiter tous ces, tous ces aspects, on va avoir 4 interventions aujourd'hui.
La première sera une intervention de Maddalena Curioni, de Électriciens sans frontières, à propos du travail mené par l'association sur ce type de déchets et sur un état des lieux des filières de revalorisation des produits solaires qui a été réalisé au Bénin, Togo et Madagascar. Nous aurons ensuite une intervention de Gilles Poncet de La Gazelle, pour faire une restitution de leur projet au Burkina Faso sur le diagnostic, la collecte, le tri et le reconditionnement de produits solaires. Puis nous aurons une troisième présentation de Vincent Ratez, qui est responsable de solidarité technologique et qui va nous faire une restitution du projet WICAM qui s'est déroulé au Cameroun pour la structuration d'une filière de traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques. Et pour terminer, nous aurons une présentation de Diane Ménard sur le Fonds français pour l'environnement mondial et les orientations prises pour soutenir les projets de gestion de fin de vie des produits solaires et de D3E. Alors, je tiens juste à préciser que nous avions plusieurs autres partenaires au sein du réseau qui auraient souhaité présenter leur expérience, qui ont déjà mené des projets sur les D3E et les produits solaires, même si nous n'avons pas le temps de l'aborder dans un créneau réduit de 2 heures. Je pense notamment à Moi Je Trie, qui mène actuellement un projet au Togo, aussi à NG Energy Access, qui a mené des initiatives sur le reconditionnement de batteries lithium, la Fondem, Fondation Énergie pour le Monde, bien sûr, qui est très impliquée sur ce sujet et qui a lancé un appel d'offres récemment. Et bien sûr, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui mène actuellement un état des lieux international des filières de collecte, traitement et revalorisation des équipements solaires en fin de vie, mais nous y reviendrons après. Si jamais d'autres participants parmi vous ont des expériences à partager sur ce sujet ou souhaiteraient tout simplement faire connaître leur structure, n'hésitez pas à intervenir dans la conversation de cette réunion. Vous pouvez vous mentionner et vous présenter. De même, si vous avez des questions au cours de l'atelier, vous pouvez également les écrire dans le chat de la réunion et on essaiera de les prendre en compte dans la mesure du possible à la fin des présentations. Alors pour le moment, vous l'aurez remarqué, on a coupé les micros et les caméras pour un souci vraiment pragmatique, éviter d'avoir des interférences pendant les présentations. Mais à la fin de l'atelier, on vous laissera libre de vous exprimer. On libérera les micros et les caméras. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maddalena pour la première intervention sur l'état des lieux des filières de revalorisation des produits solaires. Bonjour à tous et merci Cécile. Je vais partager mon écran tout de suite. Ça marche. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous voyez mon écran. Ok, super. Oui, on le voit très bien. Super, merci. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Maddalena Curioni. Je suis chargée de projet chez Électriciens sans frontières et je m'occupe aussi de bilan carbone et des déchets, de la gestion des déchets au sein de l'organisation. Du coup, juste pour vous présenter très vite l'organisation, Électriciens sans frontières, c'est une ONG française de solidarité internationale fondée en 1986. On travaille pour lutter contre les inégalités d'accès à l'énergie et à l'eau dans le monde avec 1200 bénévoles et plusieurs partenaires locaux. On essaie de faire ces accès à l'énergie grâce à des énergies renouvelables. Et du coup, les côtés environnemental, c'est quelque chose qui nous caractérise depuis longtemps. Mais notre démarche environnementale un peu plus poussée a commencé notamment en 2020, quand on a signé la déclaration d'engagement humanitaire sur le climat. Cette déclaration veut s'engager sur 5 axes et notamment, du coup, on a mesurer nos impacts, réduire notre empreinte carbone, mais aussi adapter notre action face à ces nouveaux enjeux et bien sûr communiquer, faire de la sensibilisation.
Et c'est un peu dans les cadres de cette troisième point qu'on s'est dit, bah, en fait, il faut commencer à s'occuper aussi des déchets parce que, bah, comme le disait tout à l'heure Cécile, bah, tous les équipements utilisés pour garantir l'accès à l'électricité, mais aussi les équipements qui, après, sont utilisés une fois qu'il y a effectivement la possibilité d'utiliser cette électricité, ont une durée de vie limitée. Cette durée de vie dépend beaucoup du composant. On arrive à l'avoir 25 ans pour les modules PV et on reste plutôt entre 8 et 10 ans pour les batteries au plomb et 12 ans pour les batteries au lithium. Mais à un moment donné, tous ces composants arrivent à être des déchets. Et ces déchets sont classés comme dangereux parce qu'ils ont de risques pour la santé humaine et la nature et l'environnement. Et certains, comme les batteries, sont aussi toxiques parce que bah, ils ont des matériaux à l'intérieur qui, soit de métaux, soit de l'électrolyte, qui sont toxiques pour l'environnement et l'humain. Et du coup, il faut vraiment trouver des solutions pour traiter et recycler ces types de déchets et réduire les impacts négatifs sur l'homme et sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, pour réduire les déchets, la meilleure chose, c'est bah, de ne pas en créer au tout début. Et du coup, avec nos bénévoles techniciens, on a fait une liste de préconisations qu'on applique à tous nos projets et qui nous aident à garantir une durée de vie maximale pour nos équipements. C'est-à-dire, on choisit bah, de matériel de bonne qualité. On essaie d'optimiser le schéma d'installation pour limiter la quantité d'équipements qu'on va utiliser dans les installations. On fait des choix d'équipements qui sont adaptés au contexte local, comme bah, de batteries plombes étanchées pour limiter le fuite de l'électrolyte ou aussi le besoin de maintenance locale. Et on installe aussi des gestionnaires de consommation sur les batteries pour limiter les cycles de charge et de décharge. En plus de ça, on s'engage à suivre les projets sur 10 ans, qui c'est pas toujours évident parce que bah, il faut rester en contact avec les acteurs locaux une fois qu'on a transmis la propriété de l'installation à ces acteurs à la fin de nos projets. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à rester en contact avec ces acteurs parce qu'en cas de défaillance, on puisse organiser des missions de pérennisation pour aller récupérer les matériels, déjà le stocker dans de bonnes conditions et après organiser avec des entreprises d'un côté l'installation d'une nouvelle solution et de l'autre la collecte et possiblement le recyclage de ces déchets. Du coup, ça, c'est vraiment les choses qu'on essaie de faire sur tous nos projets. Mais depuis 2020, on a aussi commencé à travailler plutôt sur des projets vraiment axés recyclage. Et notamment, on a commencé, on a fait une première expérience pilote au Sénégal, où du coup, c'était un projet qu'on a mené en parallèle à un projet de pérennisation, où on était resté en contact avec les acteurs locaux. Et on était sollicité pour faire la collecte des déchets. Du coup, ça, c'était une première expérience. Un deuxième projet, c'est les projets qui sont en cours à Cox's Bazar avec Unitar et Schneider Electric, qui veut plutôt développer les capacités locales de réfugiés à réparer et entretenir les produits de l'énergie solaire. Et on a un troisième projet qui est dans le cadre du programme Café Lumière. On a fait un état des lieux des filières de recyclage grâce à un financement de la région Hauts-de-France. Voilà, du coup, juste pour vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a fait sur notre premier projet pilote au Sénégal. Bah, du coup, comme je le disais, on est resté en contact avec les acteurs locaux. On était sollicité par ces acteurs et du coup, on a dû, comme première chose, identifier une filière. Au Sénégal, on a identifié CETIC. C'est pas toujours facile de trouver des filières de recyclage de 3 eaux dans les pays où on intervient.
Il n'y a pas de filière dans tous les pays, et aussi s'il y a de filières dans des pays voisins, parfois avec la législation et les réglementations qui réglementent le mouvement transfrontalier des déchets, c'est pas toujours évident de faire de recyclage. Et en plus, il faut toujours aussi vérifier que le standard environnemental des entreprises soit suffisant et que du coup, ils sont vraiment en capacité de traiter ces déchets. Du coup, on s'est assuré de tout ça avec CETIC et on est passé à la contractualisation. Là aussi, cette phase peut poser problème parce que nous, on n'a pas beaucoup de déchets, dans le sens que la quantité de déchets qu'on gère, c'est toujours de tout petites quantités. On n'arrive pas avec des grosses quantités de déchets, et parfois les filières de recyclage, ils préfèrent travailler avec des grosses quantités de déchets pour rendre rentable l'export. Voilà. Et du coup, là, il y a vraiment un enjeu de mutualisation, soit des connaissances, soit de projets avec d'autres ONG pour essayer de faciliter ces possibilités de recyclage. Voilà. Et ça, du coup, c'est un peu la première expérience et les premiers retours d'expérience qu'on a eu au Sénégal avec CETIC. Et comme je le disais tout à l'heure, la deuxième grosse expérience qu'on a fait, c'était plutôt une expérience pour l'instant théorique, dans le sens que c'était un état des lieux, en étude des filières de rivalisation des 3E menée par le cabinet ID, qui a repris du coup le périmètre de notre programme Café Lumière, qui est sur 3 pays, du coup le Togo, les Madagascar et les Bénin. Et aller voir dans les 3 pays les possibilités de recyclage pour les équipements qu'on utilise dans les 3 pays. Et du coup, notamment, on a parlé de batteries au plomb pour les Togo et Madagascar, et de batteries au lithium et aussi de panneaux et onduleurs pour les Bénin. L'étude, il a fait un focus notamment sur 3 points. Un aspect technique, et notamment la différence entre batterie au plomb et batterie au lithium, et les enjeux que les deux peuvent créer. D'un côté, pour les batteries au plomb, qui ont du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, une durée de vie plus limitée par rapport aux batteries au lithium, et qui ont aussi de potentiels problèmes de fuite d'électrolytes, mais qui ont quand même une filière de recyclage un peu plus développée, soit en Europe que dans les pays où on intervient. Et de l'autre côté, et d'ailleurs aussi avec les plombs, qui a quand même il a un enjeu de recyclage aussi sur les côtés économiques. Il a une valeur dans les recyclages. Et de l'autre côté, on a plutôt les batteries au lithium qui ont du coup une durée de vie un peu plus longue, mais avec de filières de recyclage beaucoup moins développées, soit en Europe, soit en Afrique. Après, il y a eu un focus plutôt sur les aspects législatifs, pour voir effectivement s'il y avait de législation en place dans les 3 pays. Et enfin, il y a eu plutôt un focus sur les projets en cours et les filières des traitements et recyclage, pour voir effectivement s'il y a de filières formelles qui sont en train de se développer dans ces 3 pays. Du coup, pour vous donner un peu un résumé de l'étude, déjà, on voit que la quantité de déchets électriques et électroniques qui sont produits dans les 3 pays sont très similaires, environ entre 0,6 et 0,9 kg par personne par an. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on est environ à 21 kg par personne par an. Et après, on a bien divisé les processus de recyclage aussi, avec une première étape de collecte, parce que parfois, du coup, l'étude nous a montré qu'il y a un vrai problème de collecte. Il n'y a pas des acteurs qui font de la collecte, des acteurs formels qui font de la collecte, ou ils sont en développement, mais ils ne sont pas
toujours présent, comme au Madagascar, on voit qu'il n'y a pas, par exemple. Et du coup, bah, c'est difficile, effectivement, d'aller récupérer ces déchets une fois qu'ils deviennent des déchets. Et du coup, ça, c'est un premier point intéressant. Si on regarde après sur plutôt l'état des lieux, sur les reconditionnements, on voit toujours il y a majoritairement des acteurs informels pour les batteries au plomb, soit au Togo, soit au Madagascar. Au Bénin, pour les batteries au lithium, il y a des projets en cours. Du coup, c'est intéressant de voir que quand même, il y a aussi sur le lithium, il y a des projets en cours sur les reconditionnements. Et si on parle plutôt de recyclage en soi, on a toujours dans le 3 plutôt des filières informelles qui existent ou des filières qui font de l'export. Notamment vers le Nigeria, le Ghana pour le Togo, parce que c'est des pays à côté. C'est un peu plus compliqué pour le Madagascar. Ça, toujours pour les plombes. Si on regarde aux batteries au lithium, là, c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas de filière au Bénin. Il y a une filière qui est en train de se développer toujours au Nigeria. Et sinon, il y a principalement de l'enfouissement et de le stockage dans le pays. Et ça aussi parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a un vrai enjeu dans le recyclage du plomb, aussi pour le côté économique, mais pour le lithium, cet aspect est moins présent. Et comme aussi les process de recyclage, c'est beaucoup plus compliqué, bah, finalement, c'est quelque chose qui est pas encore vraiment présent. Du coup, pour conclure mon intervention, on avoue que le recyclage des équipements solaires dépasse les organisations individuelles. Les secteurs de l'aide commencent à s'occuper de cet enjeu, mais des actions mutualisées entre ONG sont vraiment à envisager pour arriver à mener de projets de recyclage efficaces. Et encore, on avoue qu'il y a 2 filières de traitement qui sont en cours de développement dans plusieurs pays d'Afrique, mais que des financements à l'échelle des États sont encore nécessaires pour arriver à développer ces usines et ces filières plus concrètement. Pour ce qui nous concerne, nos prochaines étapes de travail sur les sujets seront de développer un projet de recyclage pilote, un peu comme c'est le qu'on a fait au Sénégal, mais au Bénin et au Togo, avec les résultats de l'étude menée, et de continuer la consolidation de l'identification des filières dans tous les pays d'intervention. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madalena, pour cette présentation. Alors, on a eu quelques questions. Je pense qu'on peut éventuellement les soumettre maintenant parce qu'elles sont assez courtes, qui concernent alors le type d'installation que tu mentionnais au début de ta présentation. Est-ce qu'il s'agit de mini-réseaux ou d'autres types d'installations? Et est-ce que vous mettez en place du monitoring à distance? Alors, merci pour les questions. Effectivement, on fait de mini-réseaux dans le cadre de notre programme Café Lumière, mais on a aussi de plus petites installations qui sont juste pour l'électrification des écoles, des hôpitaux, qui ne sont pas forcément de mini-réseaux. Pour ce qui concerne le monitoring, oui, on essaie de le mettre en place de plus en plus. C'est pas encore toujours présent sur nos projets, mais c'est quelque chose que nos techniciens essaient de mettre en place de plus en plus. Ça marche. Et alors, autre question, comment vous engagez les acteurs locaux pour la maintenance des équipements? En fait, tous les fois qu'on fait de projets, il y a aussi une partie de formation pour la maintenance au moins de premier niveau. Et on essaie de s'appuyer aussi sur des entreprises locaux pour la maintenance un peu plus complexe technique. Si on n'arrive pas à former des gens
des gens local directement. Du coup, il y a soit une formation pour les gens qui puissent faire eux-mêmes de la maintenance, soit on s'appuie sur des entreprises pour garantir cette maintenance. Voilà. Et on essaye, comme je le disais tout à l'heure, de rester toujours en contact avec les acteurs locaux pour suivre effectivement si les installations marchent bien et s'il y a de problèmes, voilà, et d'intervenir si possible, s'il y a besoin. Merci pour cette réponse. Alors, dernière question, d'après ce que j'ai vu, quelle est la durée de vie des batteries plomb-lithium? Je pense que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais je te laisse répondre. Tout à fait. En fait, ça dépend beaucoup du contexte, en fait, et du type d'utilisation et de différents facteurs. Nous, on sait plus ou moins en moyenne, on a une durée de vie entre 8 et 10 ans pour les batteries au plomb et sur 12 ans pour les batteries au lithium. Mais ça peut vraiment changer par projet et par contexte aussi. Voilà. Très bien. Alors, on a beaucoup d'autres questions qui se sont ajoutées. Je vous propose qu'on les garde pour après et on y reviendra si on a le temps. Alors, on va passer à la seconde présentation de la gazelle. Romane, normalement, je t'ai désignée comme présentatrice, donc tu dois pouvoir partager ton écran si besoin. Sinon, je peux m'occuper de... Ok, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ça marche. Je préférerais, Cécile, si ça t'embête pas, que tu puisses partager, comme on a un peu des soucis Bien sûr. d'ordinateur. Il n'y a aucun problème. Alors, tu me diras simplement quand passer les diapos. Bon, ça y est, je l'ai retrouvé. Normalement, j'ai partagé la présentation si vous voulez commencer la présentation. Ok, nous, on la voit. Vas-y, Gilles. Vous nous direz juste si vous ne nous entendez pas bien. Ok. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gilles Poncet de La Gazelle. Je suis mon retour. Alors, on a un petit écho derrière. Peut-être qu'il y a deux micros qui sont allumés. La Gazelle, qui est une entreprise installée à Saint-Galmier, dans la Loire, près de Saint-Étienne. Si vous voulez bien avancer le slide, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà, La Gazelle est une entreprise qui est adossée à un groupe familial qui s'appelle Chaban, qui fabrique depuis 3 générations des pièces en fil et feuillard métallique. Et La Gazelle, depuis une dizaine d'années, conçoit et fabrique des équipements solaires pour les zones hors réseau, en Afrique ou ailleurs, afin d'apporter des solutions de qualité aux 600 millions de personnes qui n'ont pas accès au réseau électrique. La Gazelle, c'est 20 ans d'expérience en Afrique de l'Ouest, de par les 10 années de production et les 10 années de son dirigeant Arnaud Chaban de travail effectif en Afrique, qui connaît donc bien les problèmes des zones hors réseau. La Gazelle, c'est également 3 sites de production en France, bien sûr, mais aussi au Burkina, au Bénin et au Sénégal. C'est plus de 100 000 lampes, le chiffre n'est pas précis, mais c'est pour donner un ordre d'idée, de lampes et de stations autonomes fabriquées depuis 2016. Ce sont des équipements qui se veulent robustes et de qualité, donc pas forcément les moins chers. Et ce sont des produits qui, dans leur conception, ont intégré aussi des notions de SAV et de réparabilité. Par ces idées, la Gazelle crée des emplois en France et en Afrique. Slide suivant, s'il vous plaît.
Donc aujourd'hui, après avoir produit des lampes et des stations pendant des années, la Gazelle se consacre au traitement des déchets liés à ces produits, et notamment les batteries. Donc, par l'intermédiaire d'un FASEP, nous avons conçu et développé un processus de tri, de test et de reconditionnement des fameuses cellules de batterie, donc des cellules lithium, qui sont issues, pour le début, parce que c'était le plus facile pour nous, de l'industrie solaire, mais qui peuvent aussi réutiliser des cellules de la e-mobilité, par exemple. Donc, les objectifs sont multiples, c'est réduire le volume de déchets en réutilisant les composants encore utilisables. C'est améliorer l'offre de valeur des entreprises par une intégration dans une chaîne de valeur vertueuse de fin de vie des produits. Et à terme, c'est reproduire le démonstrateur qui est en route au Burkina depuis cet été, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple le Bénin, le Sénégal, le Mali, le Togo ou d'autres. Slide suivant, merci. Pour avancer sur ce processus, on a récupéré beaucoup de batteries, un peu en Afrique, pas mal en France également, qui ont servi de cobaye pour s'initier et développer un petit processus de démantèlement, de tri, permettant de mettre en place une certaine traçabilité et d'arriver à du reconditionnement en batterie pour des applications stationnaires. Slide suivante. Notre processus s'appuie sur 5 phases. On démarre par un tri visuel, c'est-à-dire qu'on élimine les batteries ayant des traces de rouille ou étant déformées ou ayant coulé. On les teste dès qu'on les a démantelées en mesurant dans un premier temps leur résistance interne et leur tension résiduelle. Ensuite, on leur fait subir un test de charge-décharge. On mesure leur capacité. On retouche les bornes pour celles qui sont jugées aptes à être réutilisées. Et on les classe en fonction de leur capacité. Donc, la volonté était de créer des outils de test peu coûteux. Le plus coûteux, c'est celui qui permet de mesurer la tension résiduelle ainsi que la résistance interne. Vous avez des ordres d'idées de montant, on est à 5 900 €. Ensuite, on a des bandes de charge et de décharge qui sont de l'ordre de 300 € et 500 € et le banc de polissage des bornes, 1680 €. Ce sont des outils de test qui sont simples de par leur conception, simples d'utilisation, peu coûteux, qui demandent des besoins en énergie électrique limités et qui sont très simples d'utilisation. Donc, sur place, il faut former les équipes à des notions de sécurité, d'abord liées aux composants que l'on manipule qui peuvent être agressifs, comme les liaisons en feuillard de nickel, donc des trucs tout bêtes, utiliser les EPI, des gants, des lunettes, et être prudent aussi sur la manière de désassemblage des batteries, puisqu'il faut dessouder les liaisons entre cellules qui sont réalisées en feuillard nickel. Slide suivant. On en a profité pour créer un guide des différentes opérations en rappelant les dangers liés aux cellules lithium, l'environnement et le cadre législatif du domaine,
le processus de collecte, de transport et de stockage surtout. C'est-à-dire que les batteries, les cellules doivent être transportées de manière sécurisée dans des fûts capables de les supporter avec des produits isolants, c'est-à-dire qu'une batterie qui coule, on la met dans un sachet étanche. Il y a de la vermiculite pour limiter les transferts thermiques ou électriques. Et ensuite, on arrive à un guide pour le reconditionnement en seconde vie et l'élimination en cas de déclaration hors service. Aujourd'hui, quand on reconditionne, c'est-à-dire qu'on reforme des batteries à partir des cellules récupérées, on les reconditionne en soudant toujours les feuillards nickel sur les cellules. Donc, ça nous permet de... On utilise une soudeuse, comme on le voit en haut à gauche. Il y a besoin d'un compresseur, il faut un petit chargeur, et vous avez en bas et au milieu une idée d'un pack reconditionné. Le déchargeur étant un moyen de tester la décharge. Allez-y, slide suivant. On va passer très vite sur le suivant parce que c'est très technique. On passe au suivant, s'il vous plaît. Donc les cellules sont réutilisées. On s'est rendu compte, c'est ce qui était montré sur le slide précédent, de l'importance de la qualité des connexions, qu'il faut utiliser des cellules de même technologie au sein d'un même pack, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas des cellules NMC avec des cellules LFP. Et au travers des différents tests qui ont été faits avec le CEA, on a montré que le fait de mesurer la tension et la résistance interne permettait facilement et simplement de conserver les bonnes cellules avec un bon taux de réussite, si on peut dire. Notre objectif pour la suite, c'est une volonté forte de développer une technique d'assemblage des cellules sans soudure pour permettre leur réparation et la facilité de démontage des batteries. Enfin, c'est parce que ce sera facile de les démonter qu'elles seront réparables. Donc notre prochaine étape, c'est la réalisation d'un proto de batterie démontable. Le fait d'avoir des batteries reconditionnées peut permettre de stocker de l'énergie pour le résidentiel. Il y a des gens qui aujourd'hui utilisent des batteries de ce type dans des radiateurs électriques. Ça peut être bien sûr pour faire de l'éclairage et du stockage en zone hors réseau, en Afrique par exemple. Ça peut être pour avoir des stations autonomes toujours pour l'Afrique. Ça peut être pour remplacer des batteries plomb dans les camping-cars. Ça peut être pour faire des powerbanks plus fiables. Ça peut être aussi dans l'industrie pour donner de l'énergie à des chariots automatisés. Slide suivant. Les avantages de nos processus, c'est un faible coût des équipements, une grande facilité d'utilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une grosse qualification pour le faire, et des capacités de tri et de test qui peuvent être adaptées aux différentes cellules. Nous, on travaille sur des 18650, c'est-à-dire qu'elles font 18 mm de diamètre et 65 de haut. On peut aussi travailler sur de la 26700. On peut travailler sur des prismatiques, sous réserve, bien sûr, d'adapter un peu les bandes test. Les points négatifs de nos processus, c'est qu'il y a un gros besoin de main-d'œuvre, notamment au niveau du démantèlement, et qu'il y a des grosses disparités d'approvisionnement en ressources, donc en batterie, parce qu'en Europe, on a énormément de batteries. En Afrique,
on en a peu, alors que c'est ce que vous voyez dans le tableau là en dessous. En Afrique, vous avez une main-d'œuvre très peu coûteuse, donc qui permet d'avoir un prix de cellules reconditionnées à peu près intéressant. En France ou en Europe, c'est plus compliqué du fait du coût de la main-d'œuvre d'arriver à un prix de cellules reconditionnées attractif. En Afrique, il n'y a pas de structuration de la collecte, c'est presque tout à faire, alors qu'en Europe, et notamment en France, c'est tout prêt de par les éco-organismes. Encore faut-il qu'ils acceptent et que la communauté européenne accepte de permettre d'utiliser des batteries qui sont considérées comme des déchets aujourd'hui. En Afrique, on a de petits packs. Donc, plus les packs sont petits, plus il y a de travail de démantèlement pour un nombre de cellules restreint. Alors qu'en Europe, on a toutes les batteries de l'immobilité, vélo, trottinette, qui sont des batteries contenant 30 à 40 cellules. Donc, une fois qu'on en a ouvert une, on a 40 cellules à tester. Aujourd'hui, nous en sommes à trouver un schéma de partenariat permettant de développer cette activité de reconditionnement des cellules en France et en Europe. On s'approche de la fin, je crois, mais il va y avoir encore un ou deux slides. Voilà, le marché de la micromobilité ne cesse de croître. On a de plus en plus de batteries qui pourront être destinées à être recyclées. Il faut savoir qu'en moyenne, on récupère, si vous avez 2 batteries de 50 cellules, on a des chances de récupérer 60 à 70 cellules. Et en changeant leur usage, on augmente leur durée de vie. Donc, on a un impact minimisé sur l'environnement et on réduit le prix de revient global. Alors, les acteurs avec lesquels on envisage d'être partenaires, de collaborer ou de travailler, ce sont les collectivités, des entreprises privées ou des associations locales. On est prêt à réfléchir à mettre en place des unités de démantèlement dans des associations de réinsertion ou dans des entreprises de réinsertion. On a la facilité en France de pouvoir éliminer les déchets, les vrais déchets, c'est-à-dire les cellules irrécupérables auprès des éco-organismes. Et quand on aura mis au point notre cellule sans soudure, on pourra permettre à des reconditionneurs de travailler avec notre principe. Les bénéfices de tout ça. Pardon, j'ai passé. Il y a un accès. Merci. C'est la réutilisation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la réutilisation ou l'augmentation de la durée de vie des cellules. C'est réduire les déchets qui arrivent d'un coup vers les éco-organismes. C'est créer de la richesse locale. C'est impacter moins sérieusement l'environnement. C'est créer des emplois et c'est consommer moins d'énergie. Le modèle économique, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de cellules et qu'il y en a donc de plus en plus à réutiliser. La difficulté, c'est l'automatisation, c'est faire baisser en fait le prix de revient de la récupération en automatisant le traitement dans sa globalité. Plus on a de ressources,
plus on aura de possibilités de réutiliser. Et l'avenir, c'est les batteries démontables pour au moins toutes les applications stationnaires parce qu'elles permettront un gros gain de démontage et une grosse facilité de remplacement des cellules. Voilà, je crois à peu près vous avoir tout dit. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je pense qu'on va passer tout de suite à la présentation suivante parce que le temps avance, mais ne vous inquiétez pas, on essaiera de prendre des questions à la fin. Merci encore à la Gazelle pour sa présentation. Est-ce que Vincent Rattès peut prendre la parole? Oui. Je vais partager votre présentation. Alors, on ne vous entend pas. Votre micro est... Ah, ça y est, ça y est. Vous m'entendez très bien. Donc, je vais vous présenter l'action menée par Solidarité Technologique au Cameroun. Alors, d'abord, Solidarité Technologique, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation, une association de droit français, qui a été fondée il y a plus de 20 ans, qui a commencé à intervenir à Yaoundé et qui, à partir de 2011, a développé une activité de collecte et de traitement de déchets électroniques. À l'origine, c'était plutôt dans une logique de reconditionnement et de revente pour accompagner des processus d'insertion professionnelle individuelle. À partir de cette expérience, en 2017, a été lancée, après une période de maturation, l'idée d'un projet qui viserait à massifier cette collecte et ce traitement des D3E. Et ce projet s'appelle WICAM, et c'est là-dessus que je vais maintenant me focaliser, sachant donc qu'il arrive bientôt en fin de parcours, ce projet, on va dire, grosso modo, en fin d'année. Et pour la suite, ce projet WICAM vise à donc consolider des pratiques de traitement vertueux des D3E, à essayer de faire émerger une filière ou des filières, et ceci avec en partenariat en fait avec un entrepreneur franco-camerounais, la création donc d'une société, d'une SARL au Cameroun sur ce thème. Alors, nous sommes donc une association, autant dire que tout ça est de l'open source, comme ça a été dit, qu'on est très heureux de partager ce savoir-faire et susciter à la fois des vocations, des partenariats possibles et bien sûr aussi des questions. Pour nous, donc, vous ne verrez pas de photos, c'est les dernières, donc je vous invite à vous concentrer. Vous voyez en bas à droite la tête de notre centre à Yaoundé et vous voyez sur les deux autres photos la plus à quoi ressemble le quotidien de ST avec les bacs de tri et les différents types de fractions qui ressortent. Avant d'en venir aux produits solaires, nous, en fait, ce que l'on traite, ce sont les D3E dans leur globalité, avec 3 étapes, finalement, la collecte, le démantèlement et le traitement. Chacun de ces aspects, chacune de ces 3 étapes présente un certain nombre de défis. Ayons en tête, en tous les cas, que ça représente une dizaine de catégories d'équipements. Si on rentre avec les sous-catégories, on peut dire, en fait, c'est une centaine de typologies. Ça correspond d'ailleurs à un arrêté de la réglementation camerounaise. Et ça fait émerger une quinzaine, en gros, de catégories de produits polluants et une centaine de typologies de fractions. Donc, comme vous le savez tous, en tout cas, nous l'expérimentons très fortement depuis le développement de WICAM. En fait, c'est donc un sujet extrêmement complexe et qui reflète et qui rassemble tout un tas d'enjeux simples, élémentaires. Sur des petits volumes, l'activité manuelle est indispensable contre la dispersion des polluants et aussi pour avoir une bonne qualité de séparation des fractions. Sur de plus gros volumes, ce qui évidemment serait souhaitable, ça a été évoqué pour des questions de réduction des coûts et de massification de l'impact, la mécanisation devra rester assez différenciée, elle ne va absolument pas être évidemment homogène et de toute façon nécessitera pour un certain nombre d'étapes
le maintien d'une intervention manuelle. Si on peut passer à la suite. Voilà, je passe rapidement là-dessus pour vous dire que dans le cadre de notre expérience au Cameroun, sur des volumes qui sont de l'ordre de quelques dizaines de tonnes par an, beaucoup plus de mètres cubes, quelques dizaines de tonnes par an, ce qui est donc une expérimentation à échelle réduite, vous voyez que les installations solaires, en incluant les batteries, représentent à peu près 1/5 de la totalité des D3E. Sur la production globale de D3E au Cameroun, j'ai regardé avec intérêt tout à l'heure ce que disait Électriciens sans frontières, qui était un peu en dessous de 1 kg sur le Sénégal. Nous, on n'a pas de données statistiques très robustes, mais on serait plutôt peut-être plus proche de 2 kg. Voilà. 25 millions d'habitants et plutôt 50 000 tonnes de D3E par an. On peut passer à la suite. La réalité de ce que c'est la collecte. Si on prend la collecte, on va dire que évidemment cette collecte aujourd'hui, elle est faite principalement par le secteur informel. C'est une réalité sociale et économique forte. La collecte est réalisée par des attaquants. On dit que c'est le meilleur système. C'est évidemment simplificateur, mais disons que le rapport impact, coût, capacité à faire les 50 derniers mètres et aller auprès des ménages, ça paraît effectivement un système extrêmement compétitif. Le démantèlement fait par les informels, ça a déjà été évoqué, est en revanche un système catastrophique. Il n'y a pas de protection individuelle, ce qui a été évoqué, cette nécessité des protections individuelles au travail par la gazelle. C'est un désastre environnemental alors qu'il faut capter les polluants. C'est une pratique qui masque les enjeux colossaux du traitement des D3E, alors qu'il faut au contraire déployer des équipements spécialisés, des filières spécialisées. Évidemment, on perd toute traçabilité et donc ça encourage l'irresponsabilité par rapport à des notions de documentation, d'enregistrement des flux. Et ça efface aussi la responsabilité élargie du producteur par rapport à des notions de participation financière ou d'éco-conception. Bref, tout ce qu'il peut y avoir de vertueux et qui est pratiqué, qui a été évoqué par l'intervenant précédent. Dire aussi que le contexte, je vais très vite, le contexte légal est très complexe. Les textes existent mais sont en nombre limité. Ils n'en rentrent pas beaucoup dans le détail. Il y a une référence à la collecte, il n'y a aucune référence au traitement des D3E au Cameroun. Il est évoqué une contribution financière, mais tout ça n'est pas ajusté par rapport à la réalité. Et pour un petit clin d'œil de la complexité, il y a 19 entreprises ou organisations enregistrées comme les ST, Solidarité Technologique, donc sur la collecte et le traitement. Sur les 19, en fait, 15 n'ont pas d'activité, 4 n'ont qu'une activité de collecte et Solidarité Technologique est le seul intervenant sur le traitement. Et pour autant, notre association n'a pas un seul contrat avec les importateurs. Évidemment, il faut dire qu'en plus, nos tarifs sont forcément supérieurs à ceux qui se contentent d'avoir une boîte postale vide pour permettre de délivrer finalement cette quittance de contribution financière qui est attendue par la réglementation et dans laquelle il n'y a pas de contrepartie réelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très complexe. La réalité des filières aval de traitement, c'est encore à construire, à renforcer. Ça a été évoqué, il y a un manque de volume qui ne permet pas l'émergence parfois d'équipements appropriés. Il y a certainement aussi une industrie d'incinération de déchets toxiques ultimes à formaliser et à structurer, ce qui aujourd'hui existe quasiment pas. On n'a pas de solution, par exemple, locale pour les plastiques bromés ou les mousses de polyuréthane. On trouve les mousses beaucoup dans les emballages des frigidaires, mais pas seulement. Les plastiques bromés, on les trouve partout. Ce sont les retardateurs de feu, mais qui sont des polluants. Et on n'imagine pas, les plastiques représentent à peu près 30%. Sur 5 ans, on voit les différentes formes de plastique, c'est environ 30% des D3E que nous collectons. Enfin, il n'y a pas, dans un pays comme le Cameroun, de centre de stockage utile. Donc, vous voyez que tout ça est assez complexe et que les défis sont en fait dans toutes les directions. Si maintenant, on en vient plus spécifiquement
donc slide suivante, à la question du photovoltaïque, dire qu'effectivement, bon, il y a un contexte évident pour avancer sur ce domaine-là. Et notre expérience, en fait, s'est appuyée notamment autour de deux études actions que nous avons menées sur à peu près 30 000 équipements individuels, qui étaient des petits équipements. Et tout ça s'est fait notamment en partenariat avec Total Energy autour de leur kit solaire, et aussi avec un autre producteur de génération différente, Upowa, en lien avec le fonds Synergie Renouvelable. C'est autour de ça que nous avons fait tout un tas d'observations, d'analyses statistiques, etc. On peut passer à la suite. Bon, sur le traitement des produits liés au solaire, je vais passer, mais on va dire seulement tout de même juste avant de passer, ça a été évoqué, la durée de vie des équipements, et en fait, en général, on va parler par exemple souvent de 25 ans pour les panneaux photovoltaïques, mais par rapport à la durée de vie théorique, on constate quand même des taux de défaut assez rapidement. Entre 3 et 6 ans, on observe des taux de défaut sur les échantillons que nous avons pratiqués qui passent de 7 à 72% sur un équipement, et sur un autre, on n'a aucun taux de défaut à 3 ans, mais on a 88% de taux de défaut à 6 ans. Ce n'est pas que le panneau qui est, non pas forcément les cellules qui sont en jeu, mais en tout cas au niveau de l'ensemble du produit. Voilà, là on peut avancer. Qu'est-ce qu'on voit? On observe à la lueur de quand même plusieurs années de pratique qu'effectivement, c'était un petit peu évoqué, l'éco-conception, c'est un élément majeur de réparabilité. Il faut des vis normées, il faut que les vis soient accessibles, il faut effectivement éviter les rivets, les micro-soudures, les éléments collés. Bref, l'éco-conception est quelque chose sur lequel des progrès doivent être faits par les producteurs. L'accès aux pièces détachées du fournisseur est aussi un élément clé. On a fait des estimations qui montrent que la pièce détachée peut représenter jusqu'à 55% du prix de la réparation. Aussi la question de l'accès aux carteuses électroniques. Pour les batteries au lithium, on pense qu'il y a une possibilité d'installer un mini-lab pour faire de la revitalisation de batteries, mais il faut un certain volume collecté. Nous-mêmes, on n'y était pas, malgré des lots qui pouvaient être jusqu'à 15 000. Hein. Et on a estimé une rentabilité à partir d'une fourchette au-dessus de 35 000 pièces, mais intérêt d'une massification pour cet aspect-là. Et les panneaux solaires, je l'évoquais, sont rarement défectueux sur les kits. Plus de 80% des panneaux solaires étaient parfaitement fonctionnels sur des kits qui étaient déclarés défectueux. On peut avancer. On constate aussi une mise au rebut donc importante de panneaux en état. Ça, c'est à partir de l'expérience, notamment de Envie. Là, on sort de notre expérience WICAM au Cameroun, du réseau Envie, puisque notre chef de projet au Cameroun est un ancien qui a une très longue pratique du réseau Envie. On est aussi sur un taux de réparabilité de ces kits solaires, hein, d'éclairage off-grid, peut être supérieur à 80% dans le cadre d'un SAV. Et le coût de réparation est en général inférieur à 20% du prix d'un équipement neuf. Il faut moduler ça pour tout ce qui est équipement entrée de gamme ou bas de gamme, suivant le terme qu'on veut utiliser. Il doit rester deux slides, je crois. On pense que la remise dans le circuit d'équipements solaires rénovés serait quelque chose effectivement intéressant en termes de chaîne de valeur. On pense que d'abord l'Afrique est très coutumière des produits de seconde main, donc c'est pas un marché pour lequel ça poserait, il nous semble, un souci. Ça ferait aussi rentrer dans l'économie formelle plus de pièces, plus de parts de marché économique. Évidemment, on y voit, bon, je ne vais pas détailler ici, mais tout l'intérêt pour avoir plus de circularité autour de leurs produits. On va aller à la suite. Oui, donc je disais, l'éco-conception est une clé. Le taux de recyclage, donc,
est lié aussi à l'utilisation de plastique recyclable ou pas. Globalement, il faut quand même admettre, si maintenant on se penche sur le côté économique, que le bilan économique du traitement est négatif. J'ai entendu parler de la nécessité que les États s'impliquent. Pour nous, c'est évident. On est convaincu qu'il est nécessaire que les États s'impliquent. Alors, j'ai perdu le son. Je ne sais pas si je suis la seule. Non, non plus, on a dû perdre Vincent. Alors, oui, je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Je pense que Vincent était à la fin de... Oui, merci, merci pour vos commentaires. Je pense que Vincent était à la fin de sa présentation, donc on va passer à la suite et si jamais il revient, on le laissera terminer. Diane, Normalement, je il est de te- retour. Ah, Et alors. Vincent, est-ce que vous nous peut-être que oui, on peut entendez? enchaîner sur. Peut-être qu'on peut enchaîner Ouais. sur Diane le temps que Vincent revienne. Vincent revienne parmi nous. Diane, je Ok. vous laisse. Alors, j'ouvre juste Ouais. ma fenêtre. Alors, est-ce qu'elle est alors, je ne trouve pas. Alors, attendez, c'est très bizarre parce que je trouve pas la bonne fenêtre. Sinon, je vous laisse faire parce qu'elle est ouverte et je la trouve pas normalement. Cécile, est-ce que vous voulez faire? Ça ira peut-être plus vite si vous l'avez à portée de main. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Alors, je partage mon écran. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, peut-être juste pour me présenter dans un premier temps, je suis Diane Ménard. Je suis en charge du portefeuille projet qui porte sur l'économie circulaire, la pollution et la gestion des déchets au secrétariat du Fonds français pour l'environnement mondial. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de ce qu'est le fonds, des thématiques soutenues et de la manière de présenter un projet. Pour commencer, je vais vous donner un rapide aperçu du fonds. Donc, il a été créé en 1994 par le gouvernement français suite au sommet de Rio pour appuyer les pays en développement dans la mise en œuvre de projets visant à la protection de l'environnement. Donc, notre mandat répond aux grandes conventions internationales dans le domaine de l'environnement. Pour la période en cours, 2023-2026, on a un budget de 132 millions d'euros et on finance des projets sur des budgets entre 500 000 euros et 3 millions d'euros, en sachant qu'on intervient toujours en cofinancement avec deux règles de cofinancement à 30% pour les organisations internationales et le secteur privé et jusqu'à 50% pour les autres acteurs. On a une priorité géographique sur l'Afrique. On a des projets dans toutes les régions, enfin, Amérique latine, Caraïbes et Asie. Et on a à peu près les 2/3 de nos projets qui se situent en Afrique. Le mandat du FEFEM est de soutenir des projets pilotes innovants dans le domaine environnemental afin de tester de nouvelles solutions, d'avoir un retour d'expérience et puis d'évaluer et de capitaliser sur ces expériences pour le partage des résultats et pour la promotion de la réplication et du passage à l'échelle. Et donc, vous le verrez plus tard, je vais repréciser, mais on a une gouvernance qui
qui est faite par un comité de pilotage interministériel. Et nous avons aussi un comité scientifique et technique qui est chargé d'évaluer les projets au cours de leur instruction. Vous pouvez passer à la slide suivante. Je vais passer rapidement, mais juste pour vous présenter en fait le budget donc du FEFEM depuis sa création entre 1994 et 2022. Qui est de 490 millions pour un nombre de projets de 393 soutenus. Et donc, vous pouvez voir que sur la dernière reconstitution jusqu'en 2022, on a soutenu 60 projets pour environ 100 millions d'euros. Et en termes de distribution de porteurs de projets, on soutient majoritairement des ONG. C'est parce que c'est les ONG qui nous transmettent qui soumettent la majeure partie des propositions de projets, mais on peut soutenir tout type d'acteurs. Donc, on a aussi pas mal de projets avec des organisations internationales et puis quelques projets avec des établissements publics, des entreprises et des entités publiques locales. Et en termes de thématiques, vous pouvez voir qu'on a un gros portefeuille projet sur la biodiversité et le changement climatique, et environ le quart de nos projets sur les thématiques dégradation des terres, pollution de déchets et eau internationale. Vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, donc je le disais, notre gouvernance, c'est un comité de pilotage qui est présidé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Agriculture et l'Agence française de développement. Donc, c'est eux qui supervisent le fonctionnement du fonds, travaillent avec le secrétariat et le comité scientifique et technique sur la définition de sa stratégie, et puis qui évaluent aussi les projets pour financement. On a donc aussi un comité scientifique et technique qui est chargé d'évaluer les projets et qui est constitué de 12 experts qualifiés sur les différents domaines d'intervention du FEFEM. Et enfin, le secrétariat. Donc, au niveau du secrétariat, on suit l'instruction des projets. Et puis ensuite, on assure le suivi en exécution et post-projet, la réalisation des évaluations ex post et la capitalisation et communication sur les projets. Voilà, donc là, vous pouvez voir les 5 thématiques prioritaires de notre stratégie en cours. Donc, conservation et valorisation de la biodiversité, gestion durable des territoires agricoles et forestiers, résilience des écosystèmes aquatiques, et donc les 2 autres thématiques qui traitent plus des sujets dont on discute aujourd'hui, autour de l'adaptation et la transition bas carbone des villes et des territoires et les solutions circulaires et lutte contre les pollutions. Donc, je reviendrai plus en détail sur ces 2 thématiques. Alors là, c'est un schéma qui présente un petit peu les modes de faire qui sont promus par le FEFEM. Donc, comme je le disais, on a un mandat qui porte vraiment sur le test de solutions innovantes, avec on promeut une approche intégrée, multi-acteurs. Et quelque chose qui est important, c'est qu'on a un mandat vraiment de protection de l'environnement et développement durable au niveau local. Donc, un vrai enjeu d'intégrer l'ensemble des acteurs impliqués sur le territoire et de co-construire les projets, parce qu'on cherche vraiment une appropriation locale qui permettra aussi d'assurer la durabilité long terme des projets. Dans le cadre des soumissions de projets, les porteurs de projets doivent vraiment mettre en avant la théorie du changement qui est proposée et présenter la manière dont ils envisagent la pérennité du projet post-financement du FEFEM. Et donc, comme je le disais précédemment, un des gros enjeux du FEFEM, c'est d'évaluer les projets pour pouvoir capitaliser sur ces projets, diffuser les retours d'expérience et promouvoir un passage à l'échelle via d'autres financements, y compris au niveau local.
Donc, comme je le disais, la valeur ajoutée au niveau du FEFEM, d'un point de vue stratégique, c'est le mandat sur l'environnement mondial et le développement, l'innovation, donc l'évaluation, capitalisation et la diffusion des solutions. Et on promeut aussi des projets qui sont multisectoriels et qui engendrent des co-bénéfices climat, biodiversité notamment, et pollution, désertification et eau internationale. Et donc ça, je l'ai déjà dit, mais avec un gros enjeu de démarche partenariale au sein d'un même projet, mais également entre projets. Donc c'est vrai que dans le cadre de la soumission de projet, il est demandé aux porteurs de de présenter les autres projets en cours sur la zone d'intervention et la manière dont ils pourront créer des synergies. Donc ça, c'est juste une présentation des petits livrets qu'on a sur nos différentes thématiques prioritaires et qui sont disponibles aussi au niveau du secrétariat et en ligne sur notre site. Donc là, on présente quelques projets emblématiques pour le FEFEM et donc en particulier le projet qui vient de vous être présenté par Vincent Rattès sur lequel le FEFEM était en cofinancement avec d'autres bailleurs. Et donc, je souligne juste que sur le projet WICAM, on a conduit une évaluation ex post du projet. Et donc, vous pouvez trouver sur notre site internet la présentation du projet et le lien vers le résumé de cette évaluation, pour que ça intéresse. Donc, concernant la question de la lutte contre les pollutions, les solutions circulaires et la gestion des déchets, cette thématique s'articule autour de 3 sous-thèmes. On promeut vraiment au niveau du FEFEM la réduction à la source et la mise en place de filières autour de l'économie circulaire. Donc, tous nos projets qui traitent de la gestion des déchets, on attend vraiment qu'il y ait une stratégie sur tout le cycle de vie des produits et donc des activités qui promeuvent aussi la réduction à la source. Donc ensuite, il y a un autre sous-thème autour de la lutte contre les risques liés aux produits chimiques. Donc ça peut être tout ce qui est utilisation de pesticides, mais également toutes les thématiques autour du mercure, l'orpaillage par exemple. Et puis enfin, les filières pérennes de gestion des déchets dangereux, dans le cadre duquel on a soutenu donc le projet WICAM par exemple. Et je souligne ici que dans cette nouvelle stratégie, on a bien mis en avant la question des déchets, des D3E issus de la transition énergétique justement, et on a fait une thématique de gros intérêt pour nous. Donc on est tout à fait disponible pour échanger sur des projets pour financement. J'ai noté celui par exemple de Électriciens sans frontières. En tout cas, on est disponible pour discuter avec vous. Donc, voilà. Ici, la slide sur l'autre thématique qui peut vous intéresser autour de l'adaptation et la transition bas carbone des villes et des territoires. Donc, juste que vous sachiez que mon collègue Jérôme Gasto du secrétariat qui est en charge du portefeuille projet sur cette thématique est en ligne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lui poser. Et donc, elle s'articule autour de 3 sous-thèmes, donc solutions durables pour l'adaptation et l'alimentation des villes, sobriété et efficacité énergétique et modèle de transition énergétique juste et soutenable. Donc, c'est vrai que on peut facilement imaginer des projets autour de la question de la gestion des D3E qui s'articuleraient autour de ces 2 thématiques prioritaires. Donc, comme je le disais précédemment, le FEFEM intervient en cofinancement. C'est important pour nous parce que c'est aussi un moyen d'assurer une pérennité long terme, de monter des projets pas uniquement sur un financement qui viendrait du FEFEM. Et donc, on peut soutenir des projets entre 500 000 et 3 millions d'euros pour le financement du FEFEM. Et donc, on intervient à hauteur de maximum de 50% pour les ONG, acteurs locaux, acteurs publics
et entreprises de l'économie sociale et solidaire, et uniquement jusqu'à 30% pour les entreprises à but lucratif et les organisations internationales. Et pour les entreprises à but lucratif, on intervient sous forme d'avance remboursable. En termes de durée des projets, ils durent entre 3 et 5 ans. Donc ici, je vais peut-être pas lire tous les critères, mais au niveau du FEFEM, on a 9 critères d'éligibilité qui sont listés ici. Donc, entre autres, évidemment, la préservation de l'environnement mondial, la question de l'appropriation locale et du développement durable local et le caractère innovant. Et puis, tout ce que je vous ai présenté avant autour de la démonstration de solutions innovantes qui doivent être réplicables et qui peuvent passer à l'échelle. Et je l'ai souligné aussi beaucoup, mais il y a le côté pérennité économique et financière sur le long terme, et donc l'importance de penser à la théorie du changement sur le long terme. Donc, il existe 2 possibilités pour soumettre un projet au FEFEM, une instruction classique au fil de l'eau, où les porteurs de projet peuvent présenter un concept de projet soit au secrétariat du fonds, soit auprès des institutions membres du comité de pilotage si vous avez un contact direct. Et donc, pour rentrer dans le cycle d'instruction, les projets doivent être soutenus par au moins une de ces institutions membres. On a aussi on lance de temps en temps des appels à projets, c'est plutôt rare en fait, c'est pas on a lancé par exemple en 2019 un appel à projet sur la question des pollutions, et en 2020 sur la production de froid durable. Et puis on vient d'en lancer un sur la thématique One Health, l'approche One Health, qui est ouvert jusqu'à fin avril. Mais c'est relativement limité, les appels à projets. Donc ici, vous avez le détail du cycle d'instruction de projet. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez transmettre une première note de projet qui s'appelle la note d'opportunité de projet. On a tous les modèles qui sont en ligne sur notre site internet. Et vous pouvez transmettre cette note auprès du secrétariat ou une des institutions. Et si le projet répond aux critères d'éligibilité du FEFEM et qu'il est soutenu par une des institutions membres du comité de pilotage, alors il peut rentrer dans le cycle d'instruction formelle. La deuxième phase sera la préparation d'une note d'identification de projet, qui est un document d'environ 30-40 pages qui détaille le projet de manière plus fine. Et cette note sera évaluée par le comité scientifique et technique qui rendra un avis, et par le comité de pilotage qui décidera de poursuivre ou non l'instruction. S'il décide de poursuivre, on en vient à la dernière phase d'instruction, pour laquelle le secrétariat recrute des consultants externes pour conduire une étude de faisabilité avec généralement une mission terrain. Tout ça se fait, bien entendu, en coordination avec les porteurs de projet. Et ce sont également les consultants qui sont en charge de rédiger la dernière note, qui est la note d'engagement de projet, et qui est présentée au comité de pilotage qui décide de l'engagement finalement ou non du projet. Et donc ensuite, c'est la mise en œuvre du projet, la supervision. Et puis, pour tous les projets, on réalise une évaluation ex post, et parfois aussi des évaluations mi-parcours lorsque ça a une valeur ajoutée. Voilà, donc là, vous avez les détails. Alors, je vois que j'ai pas mis à jour. J'ai oublié, mais si vous avez on a quelques collègues qui nous ont quittés depuis, mais n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, sur la thématique climat, énergie, c'est donc Jérôme Gasto qui est en ligne. Et sur les sujets pollution, déchets, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Merci Diane et Ophem pour cette intervention. Alors, je vois que Vincent est revenu parmi nous. Est-ce que vous souhaitez
dire quelques mots supplémentaires sur la fin de votre présentation, peut-être? Oui, désolé de cette coupure mystérieuse qui doit venir de chez moi, mais que je n'ai pas expliqué. Juste pour terminer, effectivement, j'arrivais à la dernière slide. J'espère que ce n'était pas trop long. Simplement dire que on voit bien qu'une fois qu'on est dans le processus de traitement, il y a deux options, soit la réparation, le reconditionnement. Bon, ça pose des questions. Ça veut dire est-ce que les producteurs sont prêts à ce qui est une espèce d'étiquette, label, seconde main, vérifié, etc. Il faut qu'il y ait une éco-conception qui ait été bien pensée à l'origine pour faciliter ce travail. Et dans ce cas-là, on va dans une forme de circularisation qui évidemment est très intéressante. Je disais on peut être facilement à des coûts de réparation qui représentent moins de 20% du prix neuf du produit neuf. Mais pour ceux, et c'était la dernière slide, où on parle de traitement et donc de démantèlement, on va être donc sur des taux de recyclage qui varient. Bon, il y a quand même un vrai enjeu autour des plastiques qui ne sont pas faciles à identifier, qui sont bromés ou pas. Et cette question des plastiques bromés pose vraiment des questions de comment on les retraite. Si on commence à faire des conteneurs de transport de plastique bromé, ça va être très compliqué. En Afrique centrale, il n'y a pas de moyen en même temps de traiter ça. Donc, on milite plutôt pour la recherche du meilleur compromis, de la meilleure solution locale ou sous-régionale disponible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bilan économique du traitement, en gros, il est négatif. Et ça, c'était le point que je voulais quand même, je voulais revenir là-dessus en fin d'intervention. On peut imaginer soit que par une contribution des metteurs en marché, soit éventuellement par les États, mais ça reste voilà, un travail complexe et coûteux, et sur lesquels aujourd'hui, par exemple, nous nous lançons dans l'aventure de soutenir la création d'une société locale. Mais il est évident qu'à la tonne gérée, où on va essayer de trouver des partenaires privés, partenaires mécènes, mise en place, si possible, d'une politique étatique au niveau du Cameroun pour que les moyens soient donnés à l'émergence d'un marché, en fait, pour pouvoir traiter de la meilleure manière ce type de produit. Voilà. Il y a le marché des batteries plomb-acide qui est lucratif, mais qui doit être assaini. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le bilan économique du traitement reste très modeste par rapport à la valeur du prix neuf. Donc, il nous semble que cette question du financement reste une question évidemment importante et qui met en jeu notamment cette espèce de responsabilité élargie des producteurs, à défaut d'avoir dans les États concernés une organisation du recyclage avec des financements qui soient fonctionnels. Et redire merci au FEFEM. Après l'intervention de Diane Ménard, elle m'en donne la parole, qui a investi dans ce projet qui reste expérimental par sa dimension, mais qui a tout de même maintenant plus de 6 ans de recul. Merci beaucoup, Vincent, pour la fin de cette intervention. Alors, on va passer aux questions, mais avant tout, est-ce que les représentants de l'ADEME pourraient se manifester en levant la main? Il me semble que vous aviez quelques mots à dire. Alors, oui, Hélène. Hélène, je t'ai sélectionnée en présentatrice, donc normalement, tu peux t'exprimer. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Alors, je vais juste vous donner quelques mots par rapport à ce travail-là. Donc, effectivement, nous avons lancé très récemment une étude sur les produits d'équipement solaire en fin de vie, qui a démarré en février dernier. Donc, l'idée, c'est d'avoir un état des lieux international sur cette question-là. Donc, ça part un petit peu du constat que vous avez énoncé dès le départ, hein, de la multiplication de ces produits-là avec l'expansion aussi du solaire à travers le monde. Donc, et puis, une gestion plutôt informelle aussi, pas forcément très organisée, en particulier dans le sud. Et ce constat-là que l'on fait à travers tous les différents projets que nous suivons sur l'accès à l'énergie en particulier.
Donc, l'idée, c'est de recenser un petit peu les pratiques et les enjeux au niveau international, donc de voir ce qui se passe, y compris dans le Nord, quoi, en Europe, y compris aux États-Unis, etc., dans des pays, repérer un petit peu les filières qui fonctionnent, enfin, les législations intéressantes, etc., et mettre en regard aussi ce qui se passe dans les pays où on est plus dans un contexte de développement de l'accès à l'énergie. Donc, il y a un gros travail bibliographique d'une part, hein, et puis de la consultation d'experts, et puis qui devrait aboutir ensuite à des études de cas. On a prévu 8 études de cas, qui soient à la fois 5 études plutôt de projet et 5 études plutôt sur les aspects réglementaires. Donc, le but, c'est d'avoir un peu une idée de ce qui se fait, en particulier sur l'Afrique aussi, de recenser les pratiques, l'évolution, les volumes en jeu, etc. Sachant que sur les équipements en particulier, on se concentre sur des équipements qu'on appelle de première génération, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques et puis les batteries plomb et lithium. Voilà. Donc, c'est l'idée. Puis pour l'ADEME aussi, tout ça doit nous aider aussi à construire un petit peu notre intervention pour la suite en fonction des résultats de cette étude. Voilà, en quelques mots, à votre Merci disposition beaucoup, pour Hélène. en dire davantage. Merci Elle beaucoup devrait se pour dérouler cette sur toute l'année présentation. 2024 jusqu'à la fin de l'année, en fait. Voilà. Très bien. Alors, on va pouvoir passer aux nombreuses questions qui sont passées dans la conversation. Je ne vous garantis pas qu'on arrivera à répondre à tout, mais on va essayer en tout cas d'en traiter un certain nombre. Clément, je te laisse prendre la parole. Ouais, alors juste peut-être pour interpeller Hélène, si jamais tu as quelques éléments sur un site ou une brochure du coup de l'étude, donc n'hésite pas à nous soit à nous la partager, soit ou à la partager dans dans la discussion. C'est vrai qu'il y En avait l'état, une réaction par rapport à ça. oui, tout à fait. Non, bon, c'est un petit peu prématuré. Donc là, on est vraiment en train de démarrer. Enfin, les prestataires ont démarré, sont en train d'étudier. Enfin, il y a un gros travail qui est en cours, etc. Donc, de toute façon, on vous tiendra au courant. Sont associés à l'étude également l'AFD et le FEFEM. Donc, tous les projets qui sont mentionnés ici font partie aussi du panel, hein, puisque on les connaît bien, on a soutenu certains, etc. Donc, ça fait partie de l'étude aussi. Donc, vous aurez de nos nouvelles de toute façon. Et puis, par rapport à Cycle, bien évidemment, au fur et à mesure de l'étude, dès lors que nous aurons des éléments un petit peu consistants et qui mériteront d'être valorisés, d'être communiqués, on ne manquera pas de le faire. Donc, ça pourra valoir aussi le coup, peut-être dans quelques temps aussi, de refaire un atelier sur le sujet. Je pense que ça, vu le nombre de participants, ça suscite vraiment un grand intérêt de beaucoup de personnes. Tout à fait. Ouais, merci beaucoup, Hélène. Ouais, alors, du coup, il y avait eu beaucoup de questions dans le chat. Je m'excuse par avance si je fais pas référence à votre question. Mais donc, j'avais vu une première question de Benjamin Thiron de Mada Green Power sur la question de s'il existe un marché suffisant des déchets solaires en fin de vie pour qu'il y ait un marché suffisant pour qu'une entreprise puisse venir s'installer ou une filière s'installe pour le traitement de ces déchets. Alors c'est une question qui a été un petit peu abordée pas par Vincent, mais peut-être que Madalena ou Vincent voulaient réagir à ce propos. Ou la gazelle, évidemment, pardon. Je peux réagir tout à fait. Nous, pour l'instant, on s'est concentré vraiment sur une étude de filière et de qu'est-ce qu'il y avait comme potentiel d'acteurs intéressés au recyclage. On n'a pas fait une étude effectivement sur la quantité des déchets. Je pense qu'il y a des déchets, mais du coup, je ne sais pas exactement la quantité. Je sais qu'il y a un grand enjeu au Madagascar parce qu'effectivement, pour l'instant, la filière est plutôt informelle. On a identifié peu d'acteurs formels sur le secteur. Voilà, mais je ne suis pas en mesure de donner une vraie réponse à cette question.
Merci Magdalena. Peut-être Vincent, tu avais abordé un petit peu cette notion. Oui, alors je n'aurais pas la prétention de répondre de manière aussi large parce que d'une part, notre expérience ne porte que sur le Cameroun, donc je ne voudrais pas étendre à toute une zone. Et deuxièmement, je ne suis pas le chef de projet qui, lui, a vraiment une expertise technique spécialisée plus forte que la mienne, qui n'existe pas. Voilà. Donc, mais néanmoins, on peut dire que je crois que nous, tout notre effort depuis plusieurs années, et en particulier depuis 2-3 ans, c'est d'essayer de travailler à l'émergence de ce marché. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore très structuré. Et sa structuration va être difficile, je pense, je le vois, en tout cas au Cameroun, sans qu'il y ait soit un apport des producteurs / importateurs ou bien un apport de l'État. Voilà, je pense qu'on a besoin de cet élément et que sous réserve d'apport de cet élément, je crois que sur les produits photovoltaïques, produits solaires, je pense qu'on peut imaginer l'émergence d'un marché. Mais pour le moment, il manque encore cette part de financement un peu collectif, institutionnel, qui permettent à des opérateurs de se structurer et de se développer de manière viable. Mais la Gazelle en sait probablement plus que nous sur ce sujet. En tout cas, un regard qui m'intéresserait. C'est ouvert si tu veux. Merci. Ouais. Vous m'entendez? Vous nous entendez? Oui, Oui, on vous entend bien. D'accord. Bah, sur le sujet, je serais un peu comme vous, Vincent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à structurer, au niveau surtout pour l'Afrique, au niveau de la collecte. Mais collecter les batteries, les démanteler, les traiter et être prêt à les reconditionner, c'est une chose. Encore faut-il derrière leur trouver des débouchés. Donc, comme vous l'avez dit justement, il y a beaucoup à faire. Il faut que toutes les parties montrent une vraie volonté ou une vraie nécessité, parce que ça passera peut-être par là, que ce soit des entreprises ou des ONG ou des gouvernements. On ne pourra rien faire tout seul. Et je rebondis aussi, je suis Romane, du coup on est sur le même poste, hein, mais voilà, je fais partie de la Gazelle aussi. Il y a peut-être une question aussi de modèle économique. Nous, en tant qu'entreprise qui essaie de se positionner sur ce secteur-là, de voilà, qu'est-ce qu'on fait des déchets et comment leur donner une seconde vie. Il y a la question aussi très concrètement de qui est prêt à payer pour toutes ces opérations. Voilà, donc il y a tout un tas de questions encore qui se posent et surtout en Afrique avec voilà, toutes les contraintes qu'on connaît, avec les législations qui bougent beaucoup et où on a moins de volume en tout cas nous sur les batteries de déchets actuellement, voilà, il y a encore beaucoup de questions à poser, quoi. Merci pour cette réponse. Alors, je vois que Pascal Monard lève la main. J'ai autorisé le micro si c'est pour apporter un complément ou une autre question. C'est notre chef de projet, donc il va pouvoir compléter. C'est formidable. Pascal, alors, vous pouvez activer votre micro normalement. A priori, ça ne fonctionne pas pour le moment. Alors, on a Thierry qui souhaite s'exprimer. J'ai activé la fonctionnalité. Vous pouvez cliquer normalement. Ok. Oui, ça fonctionne. Allô? Vous m'entendez? Oui, Ok. Thierry. Oui, oui, je voudrais juste apporter quelques éléments. Donc, justement, je suis Thierry, je travaille pour le WWF Madagascar. Et en fait, justement, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment. Et on a tout récemment lancé une étude pour essayer d'évaluer en fait les potentialités, non seulement donc par rapport à
aux déchets de batteries solaires, mais également évaluer si vraiment la mise en place peut-être d'une industrie vraiment de batteries solaires serait intéressant pour Madagascar. Donc, on est en train de faire cette étude-là. Ça va durer environ 6 mois. Et je ne manquerai pas de vous partager. Et juste pour information, dans le pilotage de cela, on a inclus certains partenaires techniques, dont la Banque mondiale, l'ONIDI, dans la logique de voir également les potentialités de financer si un projet viable peut être construit autour de ça. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui pourrait être ajoutée à toutes les expériences pilotes sur ce sujet qu'on ne manquera pas de mentionner dans le compte-rendu. Est-ce que Pascal, vous parvenez à activer votre micro ou pas? Sinon, on va passer à une autre question, je pense. Oui. Est-ce que Clément, tu as pu noter une autre question dans la conversation? Ouais, alors n'hésitez surtout pas si vous souhaitez prendre la parole, donc parmi l'auditoire, donc n'hésitez pas à lever la main pour poser directement votre question. C'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir de l'interactivité comme ça. Une autre question qui avait été posée, c'était sur la question donc, plusieurs questions, hein, je fais un petit regroupement. Sur la question du traitement des produits non conformes qui ne sont pas recyclés. Pareil, donc c'est quelque chose qui a été évoqué. Donc, par exemple, lorsque on constate qu'une batterie n'est pas, enfin, qu'une cellule de batterie n'est pas recyclable ou qu'un déchet enfin, voilà, ne peut pas aller dans un processus de recyclage du déchet, bah, concrètement, qu'est-ce que l'on fait de ce déchet? Qu'est-ce qui avait été fait dans le cadre de vos différents projets? Est-ce que ça suscite des réactions de votre part? Je vais direct le micro de Monsieur Poncé-Gilles s'est allumé. Alors, quand nous sommes en France, les déchets qu'on va appeler ultimes ne posent pas de problème puisque nous avons les éco-organismes, Screenet et Corépine, qui les prennent en charge. En Afrique, c'est un peu plus problématique. Nous les stockons et actuellement, nous avons une action avec Moi Je Trie par l'intermédiaire d'un projet FISON qui récupère tous les déchets solaires. Ça va du panneau aux cellules. Voilà, je rebondis là aussi. Donc, effectivement, moi, j'ai trie un FISON sur le sujet. Je sais qu'Paul était là, mais je crois qu'il a dû nous quitter. Sur lequel, là, ils vont collecter pas mal de déchets, y compris, nous, ce qu'on ne peut pas utiliser dans le cadre de notre projet de reconditionnement. Et donc, voilà, ils vont voir, ils sont en train de mener toute une étude pour voir ce qu'on peut en faire. Actuellement, effectivement, nous, en Afrique, à part ça, on n'a pas de solution, si ce n'est au pire, les faire revenir vers nos éco-organismes dans le cadre des flux qu'on a, nous, entre notre siège social en France et nos ateliers en Afrique. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Et d'ailleurs, s'il y a des gens là dans l'auditoire qui ont des solutions à partager, je pense qu'on en fait ravis. Voilà. Merci. Alors, comme le disait Clément, on peut prendre en considération les questions qui ont été écrites dans le chat, mais si vous souhaitez prendre la parole directement, vous pouvez lever la main et on activera votre micro. Oui, Peut-être du coup, je prends la suite. Donc, Ah, du coup, par rapport à... non, je vois une question de... Ouais, pardon, de Bruno. Plusieurs questions, du coup. Alors, j'ai activé, Bruno, votre micro si vous souhaitez réagir. Alors, merci Cécile, merci Clément. Je suis Bruno de Moi Je Trie, chef projet validé justement. Je voudrais rebondir rapidement sur la question de la réutilisation, l'utilisation des déchets issus du reconditionnement ou du moment où
ça devient déchet ultime pour des industries qui essaient d'apporter de reconditionnement aux batteries ou de traitement aux batteries ou au lithium. En fait, nous, comme l'a dit Roman tout à l'heure, on est en train de mettre en place une filière qui va gérer les D3E. Mais l'expérience que nous avons, que Mojetri a déjà, c'est la gestion déjà de tout flux de déchets, plastique, papier. Déjà, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il faut mettre les différents déchets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on envoie, ce n'est pas des batteries qui ne sont plus reconditionnables, on passe directement à un broyage. On passera un broyage parce que c'est dans le futur, un futur très, très proche. On commencera en 2024, fin 2024, sur le traitement de la fin de vie des batteries. On finira en 2025. Et donc, on passera un broyage et un tri et les classer par différentes matières. Donc, c'est sûr, après le broyage, on pourra avoir les différents types de sous-catégories. Je note que c'est très dangereux, donc il faut le faire dans un environnement bien protégé avec une connaissance de tout ce qui est HSE derrière. Donc, voilà ce que on prévoit faire. Nous avons déjà l'expérience de la gestion du papier, des plastiques et des métaux qui sont généralement des déchets, des composants qu'on peut avoir après le broyage de ces équipements-là. Et bien évidemment, on peut avoir aussi des composants vraiment pas recyclables qu'on est en train de solliciter un acteur qui s'appelle Recycling, qui va faire de l'exportation vers l'Europe pour trouver des utoirs ou d'élimination. Voilà un peu ce que on pense faire sur Mojetri. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention sur le projet de Mojetri. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer ou d'autres questions dans la conversation? Dans le chat, il y avait une question de Gérard Moine de SolarCop sur les questions de critères pour déterminer la fin de vie d'une batterie. Donc, à quel moment, en fait, on considère qu'une batterie est en fin de vie et doit passer dans un processus de recyclage ou de traitement? Je dirais tout simplement quand elle ne donne plus satisfaction, c'est-à-dire que où elle ne tient plus la charge, où elle ne prend plus la charge. Après, je crois que j'avais vu la question et je crois qu'il voulait savoir, nous, quand on fait nos tests, comment tu sais si la cellule elle est reconditionnable ou pas? Ah, ben ça, ça fait partie de notre processus. On a une résistance interne minimale qui permet de garder la cellule ou pas. On a une tension minimale aussi. Et puis ensuite, c'est la capacité que l'on mesure lors du cycle de décharge qui nous dira si ça vaut le coup de la garder ou pas. Très bien, merci pour cette réponse très claire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Il me semble que NG Energy Access nous a rejoint. Raphaël, je ne sais pas si tu es là et si tu m'entends. La question des produits de seconde main a été abordée tout à l'heure dans la présentation de Solidarité Technologique, il me semble. Et je pense que vous avez eu un retour d'expérience justement sur la consommation ou non de produits de seconde main en Afrique. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça si tu m'as entendu? Sinon, on y reviendra par écrit dans le compte-rendu. Alors, il faudrait juste que tu lèves la main pour que je puisse te repérer dans la longue liste de participants. Oui, parfait. Merci beaucoup. J'ai autorisé ton micro, donc tu peux t'exprimer si tu souhaites. Oui, bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour. Ici, c'est Raphaël de NG Energy Access. Oui, en fait, j'étais là tout au long, c'est juste que j'ai dû quitter l'appel momentanément. Et oui, je ne suis pas sûr d'avoir saisi ta question, Cécile, mais tu me demandes si Oui. nous, on fait de la réutilisation de produits pour l'utilisation en seconde vie, c'est ça?
Alors, si je me souviens bien, vous aviez travaillé sur du reconditionnement et sur la conversion en batterie, en chargeur, un chargeur pour mobile, qui sont donc des produits de seconde main qui ont été vendus en petite quantité puisque c'était un projet pilote. Et donc, il y avait tout à l'heure une intervention de Solidarité Technologique qui posait la question de la vente de produits de seconde main en Afrique. Donc, comme vous avez un retour sur cette expérience, je me suis dit que tu pouvais intervenir là-dessus. Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais remercier les intervenants d'avant parce qu'il y a eu pas mal d'infos intéressantes sur lesquelles je voudrais rebondir après. Mais nous, ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore à d'autres échelles, c'est qu'en fait, on réutilise nos propres déchets. Donc l'avantage de ça, c'est que on sait comment ceux-ci ont été utilisés. Parce que je voudrais rajouter à ce que dit avant pour comment on trie. On décide qu'une batterie est défectueuse. Il faut savoir aussi comment elle a été cyclée avant. Et vu que ce sont nos propres déchets, on sait comment ces batteries ont été cyclées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise, on fait un peu comme la Gazelle présentée ou d'autres acteurs. On ouvre nos packs, on teste les cellules individuellement, selon le cyclage, selon la résistance interne, la capacité, et aussi l'esthétique. Et ensuite, on les rassemble soit en chargeur de téléphone, en petit powerbank, qu'on a vendu, qu'on a fait un petit test en Zambie, soit en batterie plus grosse. On a fait quelques tests sur une batterie d'1 kWh et sur une batterie de 3 kWh. Et donc, ce qu'on essaye, c'est déjà de réutiliser nos cellules, comme tu le disais, et aussi d'aller plus loin et d'utiliser un maximum de matériaux. Et ce qu'on a fait sur le dernier prototype, c'est qu'on a réutilisé aussi les BMS, les petits circuits électroniques qui permettent de réguler la charge des batteries. Et on essaye de recycler le plastique aussi, parce que, comme disait l'intervenant de Solidarité Technologie, c'est que pas mal de il y a beaucoup de plastique qui traînent partout, il y a des plastiques bromés, non bromés. Nous, on n'a pas de brome. Bon, il y a des avantages à ça, mais l'avantage, c'est que c'est plus facile à recycler. Et du coup, on essaye de faire ça. La difficulté, c'est qu'on ne trouve pas les acteurs pour le recycler comme on le souhaite. Parce que pour le recycler, donc on avait un cahier des charges avec des longueurs, des épaisseurs de plastique, et on ne trouvait pas d'acteurs pour faire ce type de boîtier, de batterie. Donc, encore une fois, même si beaucoup d'intervenants, je pense qu'on a tous de bonnes idées et de volonté, mais des fois, on manque de partenaires disponibles sur place, que ce soit le recyclage, l'extrusion ou d'autres procédés industriels qui sont très difficiles. Donc, soit on fait appel, on apporte des machines, soit on essaye d'exporter les produits et c'est très difficile. Je pense que tout le monde s'est cassé la tête avec des conventions de Bâle ou autres. Donc, voilà où on en est. Donc, tous les prototypes qu'on a faits sont plus ou moins réussis. Et pour passer à l'échelle, en fait, il nous faut plus d'aide, un peu financière, mais je dirais plus d'aide légale et de coopération. Parce que pour l'instant, la direction a mis en pause mon projet parce que c'était difficilement comment on dit, mettable à l'échelle pour industrialiser, en fait. Voilà, on en est. Merci beaucoup pour ton intervention, Raphaël. N'hésitez pas si vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, on espère que cet atelier et nos activités vont permettre d'activer le réseau, y compris de partenaires locaux qui sont nombreux aujourd'hui à notre atelier. Voilà. Alors, je vois une question Oui, sur laquelle je vais rebondir. Il y a Gilles bien sûr. qui demande le poids des batteries au plomb n'est-il pas un frein au traitement de recyclage potentiel? Alors, nous, on traite beaucoup de batteries au plomb. On en a plein. On en vend à peu près 3 à 4 000 par mois en Afrique de l'Est. Donc, je connais très bien ce truc-là, ce sujet-là. Et oui et non. Oui, dans le sens où c'est un frein pour la logistique retour entre l'utilisateur et les centres, les entrepôts. Donc, une batterie au plomb moyenne fait entre 20 et 50 kg. Donc, c'est un frein pour le client, pour le ramener. Mais dès lors que ça atteint l'entrepôt, nous, on n'a aucun problème à le rapatrier chez le recycleur. Et la bonne nouvelle, c'est que le recycleur, il y en a beaucoup en Afrique de l'Est, un peu moins en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Est, ils organisent le transport eux-mêmes, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un tonnage minimum d'à peu près 10-15 tonnes, ils viennent à l'entrepôt et récupèrent les batteries chez nous directement.
Donc, le premier frein, c'est surtout la logistique du dernier mile, comme on dit, au dernier kilomètre. C'est les quelques heures à faire en bus avec la batterie de 30 kg pour le client. C'est ça qui est difficile. Alors, j'espère que ça répond à votre question, Gilles. Merci pour cette réponse, Raphaël. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait poser une question, s'exprimer? Alors, on a une autre question. Alors, peut-être, pareil, Raphaël, tu auras des idées sur cette question puisque vous êtes présent en Afrique de l'Est. Est-ce que vous auriez des contacts de filières de recyclage de batteries à plomb en Afrique de l'Est? Ouais, je peux les écrire dans la liste, dans le chat, là. Et je vois une question de Delphine au-dessus, une liste des différents partenaires présents. Il y a la Gogla qui a une liste des partenaires de recycleurs sur leur site. Tout n'est pas à jour parce qu'il y a des partenaires qui n'existent plus ou qui ne font pas dans les pays qui sont mentionnés, mais ça, c'est fiable. Et pour répondre à Guilhem, je vous écrirai quelques noms que je connais pas tout, mais j'en ai audité quelques-uns en Tanzanie, Kenya et en Ouganda que je peux écrire là. Très bien, merci beaucoup. Alors, bien entendu, après l'atelier, on va rédiger un compte-rendu de tous les échanges en essayant de synthétiser. On va aussi vous partager les présentations des différents intervenants avec leur accord. Et on peut tout à fait vous mettre en contact. J'ai déjà vu qu'il y avait des mises en lien qui s'étaient activées dans la conversation au fur et à mesure. Donc, soit vous nous contactez directement, soit vous pouvez aussi consulter notre annuaire. Si les personnes se sont enregistrées dans notre annuaire, elles sont directement accessibles. Je vais tout de suite vous mettre le lien et vous pourrez retrouver les noms, prénoms, organismes des personnes présentes. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes? Oui, on a une personne qui souhaite s'exprimer. Je ne vois pas le nom puisque c'est une abréviation. J'ai activé les micros des deux personnes qui souhaitent s'exprimer. Il faut juste appuyer. Je ne sais pas qui est JCT. Non, ça a pas l'air de fonctionner. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Moi, je veux juste faire un appel. Si quelqu'un a des procédés industriels, à savoir des machines pour le reconditionnement de batteries lithium, merci de me contacter en message privé ou par le chat là. Tout ce qui est banc de test, de séparation de cellules, ce genre de choses, on est preneur pour coopérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet appel. Alors, monsieur ou madame JCT, je pense que vous ne parvenez pas à activer votre micro. Est-ce que dans la conversation, Clément, on a encore quelque chose? Si j'allume mon micro, c'est mieux. Non, je pense qu'on avait fait le tour. Il y avait une question de Gaël de Villers sur la question de s'il y avait d'autres États africains qui pouvaient attribuer des financements pour consolider les filières des 3E. Hop. Désolée, j'avais perdu la connexion. Je suis revenue. On peut clore les discussions. Du coup, j'ai pas entendu ta réaction, Clément, mais je pense que c'était ça la conclusion.
Non, oui, non, je disais, oui, donc il y avait Ah, pardon. une petite réaction enfin une dernière question, donc qui remonte un petit peu plus haut, sur la question s'il y avait d'autres États africains qui avaient déjà contribué à des financements pour consolider les filières des 3E, notamment par exemple dans les différents projets qui ont été mentionnés juste avant. Est-ce que la Gazelle, Solidarité technologique et Médecins sans frontières souhaitent intervenir sur cette question? Quelle question? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pardon, non, c'était est-ce qu'il y a des États africains qui ont déjà attribué des financements pour consolider donc les filières des 3E? Bah non, on n'a rien eu en tout cas. Je ne Il y a saurais le pas dire. Rwanda qui a cofinancé l'usine Enviroserve à 50%, à côté de Kigali. D'accord. Donc le Rwanda. On pourra peut-être mener notre enquête et faire un Voilà. retour et le préciser dans le compte rendu. Alors j'ai vu que JCT n'arrive pas à activer son micro. Pourtant, normalement, ça devrait être possible. Je suis vraiment désolée. Vous ne puissiez pas vous exprimer. Bon, n'hésitez pas à nous envoyer la question. On essaiera d'y répondre à l'écrit autant que possible. Je pense qu'on va pouvoir clore cet atelier. Merci à tous, tous les participants et participantes, pardon, pour votre participation, votre attention pendant ces 2 heures qui étaient riches en échanges et qui montrent bien que les projets pilotes cherchent encore à s'approfondir avec d'autres partenaires, à se répliquer si possible. Donc voilà, on espère que la mise en réseau sera effective. N'hésitez pas à nous contacter à la suite de cet atelier.